Elle n'avait que 19 ans. Elle avait fui un mariage arrangé avec un homme de 40 ans, son aîné. En guise de punition, elle fut jetée à genoux dans le désert, humiliée, brisée, seule. Mais alors, une voiture noire s'arrêta et un homme en descendit, un cher, froid, silencieux. Que fit-il? Personne ne s'y attendait, mais cela changea tout pour toujours. Avant de commencer, puis-je vous demander une chose? Si cette histoire touche votre cœur, laissez un j'aime et commentez d'où vous regardez. Cela aide la chaîne à grandir et me donne la force de continuer à raconter des histoires comme celle-ci. Maintenant, respirez profondément, car ce qui suit va vous briser le cœur et vous rappeler ce qu'est le véritable amour. Maïssa n'avait que 19 ans lorsque sa vie changea à jamais. Dans le petit village reculé d'Arabie Saoudite où elle était née, les traditions l'emportaient sur toute loi moderne. Le destin des femmes était décidé par les hommes. Il en avait toujours été ainsi. Son père, Ahmed, était un commerçant prospère et un fervent croyant. Pour lui, l'honneur valait plus que la vie elle-même. Et Maïssa était sa fille unique, sa responsabilité. À 19 ans, elle aurait déjà dû être mariée, avoir des enfants, servir son mari, c'était ce qui était attendu. Mais Maïssa était différente. Elle avait des rêves, elle voulait étudier, connaître le monde au-delà des montagnes de sable. Lorsque son père arrangea son mariage avec Khalil Ben Rachid, un homme de 59 ans, riche et connu pour sa rigidité avec ses 3 précédentes épouses, elle dit « Non, père, je ne peux pas, s'il vous plaît. » Ahmed la regarda froidement. « Tu te marieras, c'est décidé. » La veille de la cérémonie, Maïssa s'enfuit, prit quelques vêtements, de l'argent et sortit par la fenêtre. Elle courut dans les rues désertes, le cœur battant à tout rompre. Pendant quelques heures, elle crut qu'elle y parviendrait, mais dans un petit village, il n'y a nulle part où courir. Ils la trouvèrent avant l'aube. Le père était furieux, les yeux rouges de rage et de honte. « Tu as déshonoré notre famille. » La nouvelle se répandit en quelques minutes. La communauté réagit. Les anciens se réunirent et convinrent que Maïssa devait être punie publiquement. Elle doit apprendre et servir d'exemple. Ahmed n'avait pas le choix. S'il ne punissait pas sa fille, il serait considéré comme faible. Et un homme sans honneur n'était rien. Le lendemain, à midi, tout le village était présent sur la place de la mosquée. Maïssa fut conduite au centre. Elle portait une longue robe noire et un voile sombre. Seuls ses yeux étaient visibles. Tremblante, elle s'agenouilla sur le sable brûlant sous le soleil impitoyable. Les heures s'étirèrent, la gorge sèche, la tête lourde. Elle ne pouvait ni bouger, ni demander de l'eau, seulement exister et endurer. Certains se dispersèrent, mais le père resta. Bras croisés, le visage fermé. Il souffrait aussi, mais ne pouvait le montrer. C'est alors qu'un grand 4x4 noir apparut. Un homme en descendit, grand, vêtu de fines étoffes traditionnelles, d'une posture noble. « C'est le cheikh Farouk al-Saadi » murmura quelqu'un, le cheikh des Émirats, âgé de 42 ans. Puissant, respecté, connu pour ses projets sociaux, il construisait des écoles et finançait des programmes d'éducation pour les femmes. Il était là pour affaire. En voyant la scène, quelque chose le dérangea. Ce n'était pas la punition. C'était la dignité silencieuse de cette douleur. Il fit demi-tour pour se rendre à son rendez-vous, mais alors ses yeux rencontrèrent les siens. Pendant une seconde seulement, Maïssa leva le visage. Ce n'était ni une demande d'aide, ni une supplique. C'était juste un regard humain, réel, et quelque chose dans ce regard le paralysa. Ahmed, nerveux, s'approcha. « Cher Farouk, c'est un honneur de vous avoir parmi nous. » Farouk ne répondit pas. Il ne regardait que Maïssa. Il prit alors une décision qui changerait tout pour toujours. Il se retourna et se dirigea vers sa voiture. Maïssa sentit son cœur s'effondrer. Il allait partir comme tous les autres. Farouk atteignit la porte. Le chauffeur démarra le moteur. Ahmed soupira de soulagement. Le cheikh ne s'en mêlerait pas. La foule commença à se disperser.
Maïssa ferma les yeux, attendant le bruit de la voiture qui s'éloignait, attendant que sa dernière lueur d'espoir disparaisse. Mais alors le moteur s'éteignit et Farouk s'arrêta. Lentement, il se retourna et revint avec des pas fermes et décidés. Il s'arrêta devant Maïssa, toujours agenouillée, et dit simplement « Levez-vous ». Elle hésita, regardant son père et les villageois. « Levez-vous », répéta-t-il avec fermeté. Elle obéit en tremblant. Farouk se tourna vers Ahmed. « Je veux épouser votre fille. » Le silence explosa en murmures. Ahmed pâlit. « Cher, ce serait un honneur incommensurable. » Alors c'est décidé, aujourd'hui même. Personne ne comprenait. Un puissant cher voulant épouser une jeune femme déshonorée, mais personne n'osa questionner. 1 heure plus tard, Maïssa était dans la voiture noire avec 2 assistants sérieux et silencieux. Couverte de son voile, elle suivait sans savoir où ni pourquoi. La voiture roula pendant des heures, le village resta derrière, le paysage changea. Des montagnes de sable, des routes vides, jusqu'à ce que des constructions modernes et des tours de verre apparaissent. Abu Dhabi. Ils s'arrêtèrent devant un tribunal islamique. Les assistants la conduisirent à l'intérieur, toujours en silence. Dans la pièce simple se trouvait un cadi, un juge religieux âgé à barbe blanche et 2 témoins. Farouk entra et s'assit à côté d'elle, sans la regarder. Le cadi disserta sur les contrats et les responsabilités en arabe formel jusqu'à poser la question « Acceptez-vous ce mariage ?» Maïssa regarda autour d'elle, perdue. « Je ne sais même pas qui j'épouse. » Le cheikh Farouk al-Saadi, bien sûr. Son monde tourna. Elle le regarda. Il restait immobile. « J'accepte », murmura-t-elle. Elle signa le document d'une main tremblante. Farouk signa tranquillement, comme quelqu'un qui signe un reçu. « Félicitations, vous êtes mariés. » Pas de fête, pas d'embrassade, pas de sourire, juste un papier. Ils sortirent en silence. Cette fois, Farouk entra dans la voiture, mais s'assit à distance. Le voyage se poursuivit muet, juste le moteur et le vent. Maïssa voulait poser 1000 questions, mais son attitude imposait le silence. Il y avait de la froideur là, une barrière, comme s'il ne faisait que son devoir. Finalement, il parla sans la regarder. « Maintenant, vous êtes légalement ma femme. » Son cœur s'accéléra. « Mais je ne veux pas de votre corps, seulement votre liberté. » Elle ne comprit pas. « Je suis promis à une cousine éloignée. Elle comprendra. Elle se consacre aussi à des causes sociales. » Maïssa était confuse. S'il avait déjà quelqu'un d'autre, pourquoi l'épouser ? Un mélange de soulagement, de déception et de gratitude l'envahit, comme si elle avait été sauvée, mais aussi perdue. Ils arrivèrent à un palais, architecture moderne, marbre blanc, fontaine cristalline, jardin symétrique, grandiose mais froid. Cela ne ressemblait pas à un foyer, mais à un monument. Farouk la conduisit par des couloirs jusqu'à une porte en bois sombre. « Ce sera votre chambre. » Elle était luxueuse et immense. Lit king-size, bureau, bibliothèque. « À partir de maintenant, personne ne pourra vous obliger à quoi que ce soit, » dit-il en lui tendant une clé dorée. « Demain, des vêtements et des livres seront ici. Choisissez ce que vous voulez étudier. »« Merci, » murmura-t-elle. Quand elle leva les yeux, il était déjà parti. Seule, dans la chambre immense et silencieuse, elle s'assit sur le lit, essayant de comprendre. Des heures auparavant, agenouillée dans le sable, maintenant épouse d'un cheikh, mais perdue. Elle savait ce que signifiait être une épouse, ce qui était attendu la première nuit. Son cœur s'accéléra. Il reviendrait. Elle retira son voile lentement. Le tissu glissa au sol. Elle respira pour la première fois depuis longtemps. Dans le miroir, elle se vit. Peau claire, yeux profonds, cheveux bruns, un léger doré sur le visage, comme si le soleil du désert l'avait seulement effleurée sans la blesser. Elle était belle, trop belle pour rester invisible. Elle entendit des pas dans le couloir. Son cœur s'arrêta. La porte s'entr'ouvrit. Farouk apparut. Maïssa resta immobile, exposée, vulnérable. Ses yeux rencontrèrent les siens et, pendant une fraction de seconde, quelque chose vacilla dans son regard.
Sa respiration changea. Sa mâchoire se contracta, mais son visage restait impassible. Elle baissa les yeux, attendant qu'il s'approche, attendant l'inévitable. Mais Farouk ne bougea pas. Il resta là, luttant contre quelque chose d'invisible, puis ferma la porte doucement. Il partit sans dire un mot. Maïssa resta seule, confuse, soulagée et étrangement déçue. Quelque chose avait changé, quelque chose qu'aucun des deux ne savait nommer, mais qui changerait tout. Les jours commencèrent à passer dans un silence absolu. Maïssa se réveillait dans la chambre immense en se demandant « Puis-je sortir, explorer ou dois-je simplement attendre ?» Attendre quoi? Elle ne savait pas. Les premières matinées furent difficiles. Elle s'asseyait sur le bord du lit, immobile comme une poupée oubliée. Elle ne savait pas quelle était sa place dans cette maison, ni son rôle dans la vie de cet homme. Était-elle une épouse, une prisonnière, une invitée? Les repas apparaissaient à la porte 3 fois par jour, toujours ponctuels et soignés, mais personne ne frappait ni ne parlait. C'était comme si elle était un fantôme. Elle existait, mais ne vivait pas. Elle attendit que Farouk apparaisse pour expliquer les règles, les limites, mais il n'apparut pas. Elle entendait des pas dans le couloir, des voix lointaines, des téléphones sonner. La vie se déroulait dans cette maison, mais loin d'elle. Au bout d'une semaine, elle sortit enfin de sa chambre. Elle marcha dans les couloirs comme une intruse, marchant doucement, presque sans respirer. La maison était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Des couloirs interminables, des pièces immenses, des jardins intérieurs, tout impeccable et silencieux. C'est lors d'une de ces promenades qu'elle le vit. Farouk était dans le jardin principal, parlant au téléphone, gesticulant. Elle se cacha derrière une colonne et observa. Il semblait occupé, important. Il y avait une autorité silencieuse en lui, comme si le monde ne faisait que le suivre. Il était beau, grand, ferme, le visage marqué, mais inaccessible comme une œuvre d'art que l'on contemple, mais que l'on ne touche jamais. Il termina son appel et se retourna. Pendant une seconde, leurs yeux se rencontrèrent. Maïssa sentit son cœur s'accélérer. Il fit un signe discret, poli, respectueux, comme quelqu'un qui salue une voisine lointaine. Rien de plus. Elle répondit timidement et partit rapidement, la poitrine agitée. Était-ce de la gratitude ou quelque chose de plus? Les semaines se succédèrent selon ce même schéma. Rencontres brèves, salutations formelles, pas un mot. Maïssa explora la maison avec plus de liberté. Une bibliothèque immense, un piano à queue, des jardins cachés. Dans la bibliothèque, elle découvrit des livres en plusieurs langues, certains sur des femmes qui avaient changé le monde. Elle passait des heures à lire sur Marie Curie, Virginia Woolf, des écrivaines qui avaient défié leur époque. Pour la première fois, elle commença à rêver au-delà de la survie. La maison était belle, mais froide comme un musée. Tout avait une vie, mais pas de chaleur. Les employés étaient discrets et silencieux, disparaissant comme des meubles. Sa solitude grandissait, elle ne lui faisait pas mal physiquement, personne ne la maltraitait. C'était pire, un vide muet, un écho constant, comme si elle existait mais n'importait pas. Un mardi, tout changea. Une femme de chambre apporta des livres avec le déjeuner, philosophie, littérature, histoire en arabe et en français, des sujets qu'elle avait toujours voulu étudier. Au milieu d'eux, une enveloppe discrète. À l'intérieur, une lettre officielle en français de l'université de la Sorbonne. Une lettre d'acceptation pour la littérature et la philosophie. Maïssa la lut, la relut, n'y croyant pas. Comment était-ce possible? Elle n'avait jamais postulé ni passé d'examen. Mais alors elle comprit. Il avait vu qu'elle lisait voracement, annotant ses pensées dans de vieux carnets. Il avait vu des rêves avant même qu'elle n'ait le courage de les rêver. Le lendemain, une autre enveloppe plus grande. Un nouveau passeport avec sa photo et un billet d'avion Abu Dhabi, Paris pour une semaine plus tard, avec l'adresse d'un appartement à Paris et une lettre d'agence immobilière, tout payé pour 1 an. Elle resta paralysée. Était-ce un cadeau ou un ordre? Un geste de liberté ou d'éloignement? Elle regarda autour de la chambre, qui commençait à lui ressembler, mais n'avait jamais été la sienne. Rien ne lui appartenait. Ni la chambre,
ni la maison, ni cette vie. Elle était une pièce déplacée, un corps étranger dans un monde qui ne la reconnaissait pas. Mais maintenant, il y avait une possibilité, une porte s'ouvrant sur quelque chose qui avait toujours semblé impossible. Cette nuit-là, elle se coucha la poitrine serrée, regardant le plafond haut. Elle comprit. Cette maison n'avait jamais été un foyer, c'était juste un abri, un lieu de silence entre deux tempêtes. Il était temps de partir. Mais pour où? Pourquoi? Il n'y avait qu'une seule destination écrite sur le papier. Paris. Elle ferma les yeux, essayant d'imaginer. Une nouvelle ville, une nouvelle vie, son propre avenir. Étudier, marcher seule, être maîtresse de son propre nom, être libre. L'idée l'enchantait et l'effrayait. Elle en avait toujours rêvé, mais maintenant que c'était à portée de main, cela faisait mal. Pourquoi? Laissait-elle la sécurité ou le laissait-elle, lui? Elle prit l'un des carnets où elle notait ses pensées et écrivit une seule ligne. La liberté a-t-elle toujours le prix de la solitude? Elle ne savait pas répondre. Elle sentait seulement quelque chose se défaire en elle, lentement, silencieusement, comme tout dans cette maison. Le lendemain matin, elle commença à faire ses valises. Mais une question résonnait dans son esprit. Pourquoi lui donnait-il exactement ce qu'elle avait toujours voulu, juste au moment où elle commençait à vouloir quelque chose de plus? C'était le matin du départ, mais Maïssa ne pouvait partir sans réponse. Les valises étaient prêtes, la voiture en route. Dans ses mains, elle tenait les documents, passeport, billets, lettres d'acceptation. Tout était réel, définitif. Mais il y avait quelque chose qui saignait en silence, une question qui la brûlait de l'intérieur, quelque chose qu'elle devait comprendre avant de partir pour toujours. Pourquoi maintenant? Pourquoi juste quand elle commençait à ressentir quelque chose de plus pour lui? Elle se dirigea vers son bureau sans être appelée. Pour la première fois, elle prit une décision seule. La porte était entr'ouverte. Elle entra. Farouk était de dos, regardant par la fenêtre, comme s'il savait qu'elle viendrait. « La voiture arrive dans 1 heure », dit-il sans se retourner, la voix basse et contrôlée. Maïssa ferma la porte et respira profondément. Ce serait sa seule chance. Pourquoi m'envoyez-vous au loin? Il ne répondit pas, ne bougea pas. C'est ça, n'est-ce pas? Une façon élégante de me rejeter. Farouk se tourna lentement. Ses yeux rencontrèrent les siens. Il n'y avait pas de froideur. Il y avait une lutte, une bataille qu'il tentait de perdre en silence. « Je ne vous rejette pas. » Elle fit un pas en avant, décidée. « Alors pourquoi? Nous sommes mariés, Farouk, mais vous ne m'avez jamais touché. Vous ne m'avez jamais vraiment voulu. » La voix vacilla, mais il y avait une force nouvelle. Il serra subtilement les poings. « Vous ne comprenez pas? Alors faites-moi comprendre. » Et elle explosa, toute la frustration des derniers mois surgissant. « Pourquoi m'avez-vous épousé? M'avez-vous sauvé et maintenant me jetez-vous » Les mots sortirent comme des éclats chargés de douleur et de courage. « Parce que vous méritez mieux. » Mieux que quoi? Mieux que d'être une deuxième option, une erreur? Je ne suis pas une erreur. Je suis votre femme. Il baissa les yeux un instant, comme si ces mots avaient une force physique. Vous êtes une jeune fille que j'ai retirée du sable. Vous avez 19 ans. J'en ai 42. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous êtes encore en train de découvrir qui vous êtes. Le silence s'installa, dense et irrespirable. Vous confondez gratitude avec... Je sais ce que je ressens, l'interrompit-elle sèchement. Ne vous confondez pas. Les mots étaient sur le bout de sa langue, mais ne sortirent pas. Farouk le perçut, et cela le déstabilisa complètement. Vous ne comprenez pas encore ce qu'est aimer. Vous devez grandir, vivre, vous tromper, découvrir ce que vous voulez sans vous ancrer en moi. Vous m'observiez dans le jardin. Je sais pourquoi. Farouk baissa sa garde un instant, vulnérable. Parce que vous étiez belle quand vous pensiez que personne ne vous voyait. Parce que vous lisiez avec avidité, annotiez des idées dans de vieux carnets. Parce que vous sembliez libre. Et vous méritez cela, le monde entier. Maïssa sentit son cœur trembler, mais ne recula pas. Je ne veux pas le monde. Je vous veux. Elle ne savait pas si c'était le véritable amour, mais c'était le plus proche qu'elle ait jamais ressenti d'aimer quelqu'un.
Farouk sourit avec amertume. Aujourd'hui, peut-être, mais un jour, vous regarderez en arrière et verrez que vous avez perdu vos meilleures années avec un homme âgé dans un mariage vide. Mais l'amour, insista-t-elle, la voix maintenant ferme. Il la regarda longuement, et pendant une fraction de seconde, son masque glissa. De votre part, seulement de votre part. Vous mentez. Je vous libère. Je n'ai pas demandé. D'un, parce que vous ne savez pas encore ce qu'est la liberté. Quand vous le saurez, vous me remercierez. Maïssa le regarda dans les yeux et prononça le mot qui changerait tout. Lâche. Le mot resta lourd dans l'air. Elle fut effrayée par son propre courage, mais c'était trop tard. Peut-être, il serait dit, mais il y avait de la douleur dans sa voix. Vous avez peur. J'ai peur de ce que je peux vous faire, de ce que vous pouvez me faire, de vous retenir ici, de vous garder pour moi, comme les hommes de votre terre le font. Elle s'approcha jusqu'à sentir sa respiration, courageuse comme jamais. Je ne suis pas comme les autres femmes, et vous n'êtes pas comme les autres hommes. Je suis pire, répondit-il d'une voix ténue. Elle toucha son visage avec des mains qui ne tremblaient plus. Farouk ferma les yeux comme s'il brûlait de l'intérieur, mais ne s'éloigna pas. Restez avec moi ou emmenez-moi avec vous, mais ne me renvoyez pas. Il ouvrit les yeux. Pendant un instant, elle vit qu'il était sur le point de céder, de la prendre dans ses bras, de dire ce qu'il n'avait jamais dit. Mais alors il serra sa main fermement et l'éloigna. « Partez, Maïssa, avant que je ne change et ne vous détruise sans m'en rendre compte. » Un klaxon retentit dehors. La voiture était arrivée. Maïssa le regarda une dernière fois, gravant chaque ligne de son visage, chaque ombre dans ses yeux. « Vous le regretterez. Je le regrette déjà, mais je dois quand même faire ce qui est juste. » Elle se retourna et se dirigea vers la porte, mais s'arrêta sur le pas. « Quand je reviendrai, dit-elle sans se retourner, je ne serai plus la jeune fille que vous avez sauvée, je serai la femme que vous avez perdue. » Et elle sortit sans regarder en arrière. Dans le couloir, les pas résonnèrent sur le marbre froid. Chaque pas, un adieu silencieux, mais aussi une promesse. Dans le bureau, Farouk s'appuya contre le mur et pour la première fois depuis des années pleura. Une seule larme, silencieuse, mais maintenant chargée d'une terrible certitude. Il venait de commettre la plus grande erreur de sa vie. Paris était exactement comme elle l'avait imaginé et rien comme elle l'avait espéré. La ville était magnifique, imposante, pleine de vie. Des avenues infinies, des cafés à chaque coin de rue, des gens pressés, tout fonctionnait parfaitement. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Paris ne l'accueillait pas. C'était comme une œuvre d'art, belle à admirer, mais froide au toucher. Maïssa se réveillait dans l'appartement silencieux, prenait son café seule et sortait affronter un monde qu'elle ne connaissait pas. Les premiers jours, tout l'effrayait. Les rues animées, une langue qu'elle maîtrisait mal, les regards curieux. Elle se sentait une intruse. Peu à peu, elle s'adapta. Elle apprit à commander un café en français, à utiliser le métro, à marcher sans peur et, surtout, elle apprit à être seule. L'université devint son refuge. La Sorbonne, le nom qui avait toujours semblé inaccessible. Maintenant, elle marchait quotidiennement dans ces couloirs historiques. Le premier jour fut terrifiant, de jeunes Français confiants, parlant trop vite. Elle s'assit au fond, silencieuse, essayant de comprendre chaque mot. Le professeur parlait de Sartre. La liberté, c'est ce que vous faites de ce qu'on a fait de vous. Les mots semblaient écrits pour elle. Peu à peu, elle se décontracta, participant aux discussions. Sa perspective était unique. Elle parlait d'oppression avec connaissance de cause, de liberté, comme quelqu'un qui l'avait conquise dans la douleur. Claire, une Française rousse et extravertie, s'approcha la première. « Vous avez une vision intéressante sur Beauvoir. D'où venez-vous » ? « Du Moyen-Orient. »« Ah, c'est pour ça que vous comprenez la lutte féminine de manière si réelle. » Elles formèrent un groupe. Claire, Pierre, philosophie politique. Amina, une Marocaine qui étudiait la littérature. Thomas, un questionneur. Ils passaient des heures à débattre dans les cafés.
Vous parlez de liberté comme un concept, dit-elle un jour. Moi, je sais ce que c'est de ne pas l'avoir, et ce que c'est de la conquérir, et ce que c'est de découvrir que la liberté peut être solitaire. Ses camarades l'admiraient, mais elle gardait ses distances, ne s'ouvrant jamais complètement. Comment expliquer qu'elle était là à cause d'un mariage arrangé avec un homme qui l'avait sauvée, puis abandonnée? Les professeurs l'admiraient aussi. Le professeur Dubois l'invita à être assistante. Votre analyse sur le deuxième sexe était brillante. Vous avez une perspective très mature. Maïssa accepta. Elle devait rester occupée. Plus elle avait de temps libre, plus elle pensait. Et penser faisait encore mal. Elle plongeait dans les livres avec avidité. Elle passait des heures à la bibliothèque, lisant Simone de Beauvoir, Virginia Woolf. Là, elle se sentait chez elle. Les livres ne jugeaient pas, ils enseignaient seulement. Lors d'un cours sur Camus, le professeur demanda « Qu'est-ce que se sentir étranger dans sa propre vie ?» Maïssa leva la main. « C'est quand vous avez tout ce que vous avez toujours voulu, mais que vous sentez encore qu'il manque quelque chose de fondamental. C'est vivre une vie qui est la vôtre, mais qui semble empruntée. Très profond. Vous devriez écrire sur vos expériences. » Lentement, elle découvrait qui elle était, non pas la fille d'Ahmed, ni la femme de Farouk, mais Maïssa. Juste Maïssa. C'était effrayant et libérateur. Chaque mois, religieusement, l'argent apparaissait sur son compte. Loyer payé, frais de scolarité réglés, sommes supplémentaires pour les dépenses. Tout était organisé, mais jamais une lettre, jamais une question, juste des chiffres froids et efficaces. Parfois, tard dans la nuit, elle prenait le téléphone et composait le numéro qu'elle connaissait par cœur. Son doigt hésitait sur le bouton d'appel, mais elle n'appelait jamais. Elle ne savait pas quoi dire et avait peur de la réponse. Elle commença à écrire des lettres qu'elle n'envoyait jamais, des pages de sentiments, de nostalgie, de questions, de colère et de gratitude. Un mélange confus gardé dans un tiroir comme des secrets. 3 mois après son arrivée, quelque chose changea. Maïssa s'arrêta devant le miroir un matin et ne reconnut pas la personne qui la regardait. Ses yeux avaient une détermination qui n'avait jamais existé. Ses épaules étaient plus droites. Il y avait de la force là. Elle était en train de devenir qui elle avait toujours voulu être. En décembre, il neigea. Maïssa n'avait jamais vu la neige. Elle sortit fascinée. La ville couverte de blanc, silencieuse, presque magique. Elle marcha en sentant les flocons sur son visage et, pour la première fois depuis des mois, sourit sincèrement. Elle comprit qu'elle grandissait, apprenant à être heureuse seule, découvrant sa force. Elle s'arrêta devant une vitrine et vit son reflet parmi les flocons de neige. La jeune fille, agenouillée dans le sable, avait disparu. À sa place, il y avait une femme, mais le sourire dura peu. Vint alors une nostalgie intense et dévastatrice. Elle voulait partager ce moment, elle voulait qu'il soit là. Elle revint le cœur serré, comprenant une vérité douloureuse. La liberté dont elle avait toujours rêvé avait un prix, la solitude. Cette nuit-là, pour la première fois, elle ne pensa pas à l'appeler. Elle pensa à ce que ce serait s'il la voyait maintenant, forte, indépendante, accomplie. Serait-il fier d'elle? Ou comprendrait-il enfin ce qu'il avait perdu? Elle avait tout ce qu'elle avait toujours voulu, éducation, indépendance, liberté. Mais il manquait quelqu'un avec qui partager, quelqu'un qui se souciait non pas de ses notes ou de son avenir, mais d'elle, simplement elle. À des milliers de kilomètres, dans une ville qui l'accueillait, mais ne l'embrassait pas, dans une vie qui était la sienne, mais se sentait incomplète. Le temps passait et Maïssa grandissait. Chaque jour, plus forte, plus sage, plus femme, mais toujours avec une question qui résonnait dans le silence. Quand il la verrait enfin ainsi, serait-ce trop tard? 6 mois passèrent, 6 mois de routine, d'apprentissage et de solitude cultivée. Maïssa avait trouvé un rythme à Paris. Elle se levait tôt, étudiait, assistait aux cours, participait aux discussions, rentrait chez elle, lisait tard et dormait toujours en pensant à ce qui aurait pu être. Chaque mois, l'argent apparaissait religieusement. Mais ce n'était pas tout. Parfois, le téléphone sonnait.
C'était lui. Des appels courts, objectifs. Comment vont les études? Besoin de quelque chose? Des questions pratiques, une voix contrôlée. Maïssa répondait toujours que tout allait bien et tentait de prolonger la conversation, lui demandant de ses nouvelles, de n'importe quoi, mais il raccrochait vite. Bon de savoir que vous allez bien, prenez soin de vous. Et il raccrochait, laissant 1000 mots bloqués dans sa gorge. Au début, elle essayait de le rappeler, mais il était toujours occupé. Alors, elle cessa d'essayer et se mit à attendre que le téléphone sonne, que sa voix remplisse le silence, même si elle était froide et distante. Les 2 dernières semaines, silence absolu, aucun appel. Maïssa scrutait l'appareil constamment, mais rien. Au fond d'elle, elle craignait qu'il ait abandonné, qu'il ne se soucie plus d'elle. C'était un mardi de mars, lorsque l'hiver cédait la place au printemps. Maïssa était à la bibliothèque de la Sorbonne, entourée de livres, travaillant sur un essai sur Simone de Beauvoir, la liberté et la solitude dans la condition féminine. Un employé s'approcha. « Mademoiselle Maïssa, quelqu'un vous attend à l'entrée. Un monsieur dit que c'est important. » Son cœur s'emballa. Une sensation étrange l'envahit comme si le monde s'était arrêté. Elle rassembla ses livres d'une main tremblante et traversa les couloirs. Chaque pas, une éternité. Elle arriva au hall principal et le vit. Farouk, debout près de l'entrée, impeccable comme toujours. Costume sombre, posture droite, mais il y avait quelque chose de différent, plus mature, plus fatigué. Et dans ses yeux, une inquiétude qu'il tentait de cacher. Leurs yeux se rencontrèrent. Pendant une seconde, le temps se figea. 6 mois de nostalgie explosèrent dans sa poitrine. Elle marcha vers lui lentement, comme dans un rêve. Farouk. Maïssa. Il prononça son nom comme quelqu'un qui murmure une prière oubliée. Pendant un instant, le masque de contrôle vacilla. « Vous allez bien ?» Ce n'était pas une question, c'était une constatation, mais il y avait du soulagement là, comme s'il avait besoin de voir de ses propres yeux. « Je suis à Paris pour une conférence. » Mais il hésita, comme s'il luttait contre ses propres mots. « Mais je suis venu vous voir. » L'honnêteté la désarma. Une partie d'elle voulait crier, pleurer, demander pourquoi il avait mis si longtemps. Une autre partie voulait juste le regarder, graver chaque détail. « Pouvons-nous parler ?» Ils sortirent en silence. Paris était belle, douce, une brise fraîche, les arbres fleurissants. Mais elle ne pouvait penser qu'à cela. Il était là. Ils s'assirent dans un café discret, comme des étrangers polis, mais il y avait de l'électricité dans l'air. « Comment vont les cours ?» Un ton technique, presque professionnel, mais elle remarqua comment il tenait sa tasse trop fort. « Bien, le professeur Dubois m'a invité à être assistante. »« C'est bien. Vous avez toujours été intelligente. » Il semblait sincèrement intéressé, mais il y avait une distance, comme si elle était un projet, une responsabilité qu'il devait vérifier. Il posait des questions sur les livres et les études, mais jamais sur ce qu'elle ressentait. S'il était heureux, il voulait juste savoir ce qu'elle faisait, comme si la personne derrière les actions n'avait pas d'importance. Cela commença à faire mal. « Et vous, comment allez-vous » Farouk hésita, détourna le regard. Pendant une seconde, le masque glissa et elle vit quelque chose qui ressemblait à de la vulnérabilité. Très occupé, il respira profondément avant de continuer. Les familles ont exercé des pressions concernant l'engagement avec ma cousine. Il y a des obligations, des décisions à prendre, mais je n'ai encore rien résolu. La mention de la cousine fut comme un coup de poing à l'estomac, mais il y avait quelque chose dans sa voix, une fatigue qui n'existait pas auparavant. Il changea de sujet rapidement, demanda des nouvelles de l'appartement. Le silence devint lourd et inconfortable. Maïssa comprit enfin. Il était là par devoir, pour vérifier qu'elle allait bien, que l'argent était bien utilisé, que le projet Maïssa fonctionnait. Mais il n'était pas là pour elle, pas comme personne, pas comme femme, pas comme quelqu'un qui l'avait un jour sauvée. Même en comprenant, elle ne pouvait s'empêcher d'espérer quelque chose de plus. Un regard différent, un mot intime, mais rien ne vint.
C'était bon de vous voir bien. Continuez d'aller de l'avant. Farouk se leva, mais hésita une fraction de seconde, comme s'il voulait dire quelque chose de plus. Continuez à étudier, vous avez du potentiel. Il posa de l'argent sur la table. Pendant un instant, il sembla qu'il allait dire quelque chose de plus, qu'il allait briser cette distance formelle. Mais alors il se retourna et partit sans étreinte, sans contact, sans demander quand il se reverrait. Maïssa resta seule avec son thé qui refroidissait et une nouvelle douleur grandissant dans sa poitrine. Il était apparu après 6 mois, avait confirmé qu'elle était vivante et fonctionnait, et était simplement parti comme quelqu'un qui remplit une obligation, comme quelqu'un qui visite un investissement. Mais pourquoi avait-elle vu cette hésitation? Pourquoi semblait-il lutter contre lui-même? Cette nuit-là, elle pleura pour la première fois depuis son arrivée à Paris. Elle pleura parce qu'il était venu et parce qu'il était parti. Elle pleura parce qu'elle comprit que peut-être elle n'avait jamais été plus que cela. Un projet, une bonne action, une conscience tranquille. Et elle pleura parce que, même en sachant cela, même en le voyant clairement, elle l'aimait encore. Silencieusement, désespérément, sans espoir, mais maintenant avec une question qui la tourmenterait. Et s'il luttait aussi contre quelque chose qu'il ne pouvait admettre, Maïssa était sur le point de découvrir que certaines barrières peuvent être brisées par un simple toucher. Quelques mois de plus passèrent. L'été était arrivé à Paris, chaud et vibrant. Maïssa était devenue une étudiante exemplaire. Ses notes étaient les meilleures de sa classe. Le professeur Dubois la félicitait constamment. Claire et les autres la respectaient. Elle avait trouvé sa place dans ce monde académique, mais portait toujours ce mystère dans les yeux, cette mélancolie indéchiffrable. Depuis la visite de Farouk, les appels avaient repris, sporadiques, courts, techniques, comme si rien n'avait changé, comme si la rencontre au café n'avait jamais eu lieu, mais quelque chose avait changé chez Maïssa. Elle avait cessé d'attendre, cessé de nourrir des espoirs. Elle avait commencé à vivre malgré la nostalgie. C'est alors que l'université annonça l'exposition, une exposition collective de travaux d'étudiants. Votre essai sur la liberté et l'identité féminine est brillant. Vous devriez le présenter, l'encouragea le professeur Dubois. Maïssa hésita. Exposer ses pensées, ses réflexions intimes, c'était comme dénuder son âme en public. Vous avez quelque chose d'unique à dire. Les gens ont besoin d'entendre, l'encouragea Claire. Elle décida de participer. Son travail, entre sables et liberté, une réflexion personnelle. Il ne révélait pas les détails de sa propre vie, mais parlait d'identité, de choix, du prix de la liberté, avec une profondeur que seule celle qui l'avait vécue pouvait avoir. Le jeudi précédent, elle hésita, prit le téléphone, composa, effaça, réécrivit, effaça de nouveau, et finalement envoya quelque chose de simple. J'ai une présentation à l'université le mois prochain, le 15 à 15 heures. Sorbonne Amphithéâtre Central, au cas où vous seriez intéressé et pourriez voyager. Ce n'était pas une invitation, juste une information. Elle n'attendait pas de réponse. Le samedi, elle arriva tôt, vêtue d'un simple tailleur bleu marine, les cheveux attachés. Maquillage discret. Elle voulait avoir l'air sérieuse, universitaire, la femme qu'il avait perdue. L'amphithéâtre se remplit. Claire arriva avec tout le groupe. Pierre, Amina, Thomas, tous la soutenaient. Et puis l'inattendu se produisit. Quand elle regarda le fond de l'amphithéâtre, elle le vit. Farouk, debout près de l'entrée, impeccable comme toujours. Costume gris, posture droite. Il était venu. Il était vraiment venu. Maïssa sentit ses jambes fléchir, mais cette fois pour une raison différente. Elle n'était plus la jeune fille incertaine. Elle était la femme qu'elle avait promis de devenir. La présentation fut un flou. Elle parla de liberté conquise dans la douleur, d'identité construite dans l'exil, du paradoxe d'être libre mais solitaire. Sa voix sortit ferme et claire, et au fond d'elle, elle savait que chaque mot était pour lui. Le public applaudit. « Brillant, simplement brillant », dit le professeur Dubois. Au cocktail qui suivit, Maïssa tentait d'interagir, mais ses yeux le cherchaient.
Farouk marchait en silence, observant d'autres présentations avec une expression neutre, comme un visiteur poli. Mais elle remarqua la façon dont ses yeux revenaient toujours sur son panneau, comment ses mains étaient légèrement tendues, comment il semblait lutter contre quelque chose d'intérieur. Quand il arriva devant son travail, il s'arrêta. Il lut chaque ligne avec une attention totale, comme s'il cherchait des indices sur qui elle était devenue. Maïssa s'approcha, non plus hésitante, le cœur battant, mais déterminée. « Vous êtes venu ? Je suis venu. » Ils restèrent côte à côte devant le panneau, sans rien dire. Autour, les gens passaient, parlaient, trinquaient, mais là, il y avait une bulle de silence, comme si le monde s'était arrêté. Maïssa sentait intensément sa présence, l'odeur de son parfum, sa respiration contrôlée, la proximité qu'elle n'avait pas eue depuis des mois. C'est alors que cela se produisit. Sans réfléchir, sans décider, Farouk lui prit la main. Un geste automatique, naturel, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Elle sentit sa peau brûler. Le toucher était chaud, ferme, familier même si c'était le premier, mais cette fois elle n'eut pas peur. Elle ferma juste les yeux un instant, gravant ce moment. Pendant quelques secondes, il ne s'en rendit pas compte, absorbé par le texte, jusqu'à sentir sa sérénité si différente de la jeune fille qu'il avait laissée partir. Quand il réalisa ce qu'il faisait, il commença à la lâcher, mais elle entrelaça ses doigts dans les siens. Doucement mais avec détermination, Farouk la regarda, surpris. Désolé. La voix sortit basse, embarrassée. Maïssa ne répondit pas avec des mots. Elle se contenta de sourire. Un petit sourire, mais plein d'une assurance qui n'existait pas auparavant. Le sourire de celle qui savait exactement qui elle était. « Ne vous excusez pas, » murmura-t-elle. « Vous m'avez enfin touché. » Farouk détourna le regard mais ne lâcha pas complètement sa main. Il recommença à observer l'essai, mais ses mains tremblaient légèrement. « C'est bien écrit, mature, réfléchi. Vous avez grandi. » Éloge technique, distant, mais elle perçut quelque chose de plus dans la façon dont il évitait ses yeux, dans la tension de ses épaules, dans sa respiration plus profonde. « J'ai grandi », confirma-t-elle d'une voix ferme, « exactement comme vous le vouliez. » Il la regarda enfin, et ce qu'il vit là le désarma complètement. Ce n'était plus la jeune fille vulnérable, c'était une femme sûre d'elle, intelligente, libre, et encore plus belle qu'il ne s'en souvenait. Ils parlèrent encore quelques minutes du travail à l'université. Rien de personnel, rien d'intime, comme toujours, mais il y avait de l'électricité dans l'air, une tension qui n'existait pas auparavant. Farouk prit congé poliment, salua le professeur Dubois et commença à partir, mais s'arrêta à la porte, regarda en arrière une dernière fois. Ses yeux rencontrèrent les siens à travers la foule. Pour la première fois depuis des années, Maïssa vit de la peur dans ses yeux, non pas de la peur d'elle, mais de la peur de lui-même. Puis il sortit comme quelqu'un qui fuit quelque chose de dangereux. Maïssa resta entourée d'amis et de compliments, mais ne pensait qu'à ces quelques secondes, à sa main sur la sienne, à la chaleur qu'elle sentait encore sur sa peau, à la façon dont il avait été effrayé, non pas par le toucher, mais par sa propre réaction. Cette nuit-là, elle rentra chez elle différente. Elle ne se coucha pas épuisée, elle resta à la fenêtre, regardant Paris, et sourit. Pour la première fois, elle s'admit complètement et sans réserve qu'elle l'aimait. Désespérément, mais plus sans espoir, car elle avait vu quelque chose dans ses yeux aujourd'hui, quelque chose qu'il tentait de cacher, mais qu'elle avait finalement appris à reconnaître. Lui aussi ressentait, et maintenant elle savait. Le prochain mouvement serait le sien. Certaines vérités arrivent parées de gala et brisent les cœurs en morceaux. Quelques jours après l'exposition, Maïssa ressentait encore le fantôme du toucher, sa main sur la sienne pendant quelques secondes seulement, mais éternelle dans sa mémoire. Elle revivait constamment ce moment, la surprise dans ses yeux, l'embarras, comment il avait fui juste après, comme s'il avait fait quelque chose de défendu, mais aussi comme s'il avait aimé. Il y avait de l'espoir là, pour la première fois depuis des mois, un espoir réel.
En vérifiant ses emails de l'université, elle vit une invitation à un événement caritatif organisé par Sorbonne, Éducation et Espoir. Un avenir pour les jeunes réfugiés. Au bas de la page, la liste des mécènes, et là se trouvait Farouk Al-Saadi. Son cœur s'accéléra. Il serait de nouveau à Paris, sitôt après l'exposition. Peut-être voulait-il la revoir. Peut-être ce toucher signifiait-il quelque chose. La date était le samedi suivant, un événement élégant à l'hôtel Georges C. Cette fois, Maïssa n'hésita pas. Elle acheta un billet simple, le moins cher pour les étudiants. Le samedi soir, elle se prépara soigneusement. Robe noire, discrète, cheveux détachés, maquillage léger. Elle voulait avoir l'air élégante, sans attirer l'attention, mais elle voulait aussi qu'il la voie. L'hôtel Georges V était éblouissant. Lumière dorée, fleurs partout, gens bien habillés avec des coupes de champagne, hommes d'affaires, universitaires. Maïssa se sentit déplacée, mais différente cette fois, plus confiante. Elle circula dans le salon en cherchant. C'est alors qu'elle le vit de l'autre côté, Farouk, impeccable en smoking noir, conversant avec des personnes importantes. Comme toujours, il semblait aux commandes. Elle l'observa, attendant le bon moment pour s'approcher. Il était exactement comme elle l'attendait, sérieux, concentré, professionnel, mais beau, toujours si beau. Et alors son monde s'effondra. Une femme s'approcha de lui, grande, élégante, magnifique, cheveux foncés en chignon parfait, robe bleu marine classique et chère, posture de quelqu'un qui est né dans ce monde. Maïssa sentit son corps se glacer, mais elle espéra quand même que ce n'était qu'une connaissance, une collègue de travail. La femme se plaça à côté de Farouk, naturellement comme si c'était sa place, et il ne s'éloigna pas, au contraire. Il lui sourit. Un sourire que Maïssa n'avait jamais vu, chaleureux, sincère, intime, le genre de sourire qu'elle avait rêvé de recevoir un jour. La femme parlait avec aisance, saluait les gens, souriait, avait une présence sereine et sûre d'elle, comme si elle appartenait à cet environnement, comme si elle lui appartenait. Et à un moment donné, elle toucha le bras de Farouk. Un geste simple, naturel, mais chargé d'intimité. L'intimité de celle qui en a le droit. Maïssa sentit l'air s'échapper de ses poumons, ses jambes fléchir. Elle réussit à s'approcher suffisamment, et au cachet parmi d'autres invités, espérant entendre quelque chose qui expliquerait, qui nierait ce que ses yeux voyaient. « Elle va bien ?» demanda la femme d'une voix douce et préoccupée. « Oui, elle se développe bien dans ses études, » répondit Farouk. Maïssa recula comme si elle avait reçu une gifle. Il parlait d'elle. Elle était un sujet, une responsabilité partagée, un projet sur lequel ils travaillaient ensemble. Pendant qu'elle rêvait de lui, il discutait de sa vie avec une autre femme, sa fiancée. Elle partit rapidement, chercha un coin discret, les mains tremblaient, le cœur battant. Elle prit son téléphone de doigts tremblants, entra sur le site de l'événement, fit défiler jusqu'à trouver les nouvelles, et là se trouvait sa sentence. Un article avec une photo de Farouk et de la femme côte à côte souriant à l'objectif. Le titre, Farouk Al-Saadi et sa fiancée Leila Nassir unissent leurs forces dans une nouvelle initiative pour l'éducation des jeunes réfugiés. Fiancée. Le mot résonna comme un gong, comme un verdict, comme une fin. Elle lut tout l'article avec une vision brouillée. Leila avait fait des études en relations internationales, travaillait avec des ONG humanitaires, venait d'une famille traditionnelle des Émirats. Elle était parfaite pour lui, du même monde, de la même classe, avec les mêmes valeurs. Tout ce que Maïssa ne serait jamais, tout ce qu'elle avait naïvement pensé, n'avait pas d'importance. Elle regarda autour d'elle, l'événement continuait, les gens riaient, parlaient. Farouk et Leila circulaient ensemble comme le couple parfait. Ils la présentaient aux gens. Elle souriait gracieusement. Ils semblaient s'emboîter comme des pièces de puzzle, comme s'ils étaient faits l'un pour l'autre. Elle ne put rester. Elle partit avant la fin de l'événement. Elle marcha dans les rues de Paris qui soudainement lui semblèrent plus froides, plus vides. Elle ne ressentait pas de colère. Elle se sentait stupide. Elle ne ressentait pas de surprise. Elle se sentait utilisée.
Elle arriva à l'appartement en silence, alluma juste une petite lumière, s'assit sur le lit, toujours vêtue de sa robe. Sur la table, l'enveloppe de l'université avec les félicitations pour sa présentation. À la fenêtre, des fleurs qu'elle avait achetées quelques jours auparavant, déjà fanées et oubliées, comme elle, comme les illusions qu'elle avait nourries. Elle regarda autour de la pièce, sa vie, sa liberté, tout ce qu'il lui avait donné pendant qu'il planifiait son avenir avec une autre. Pour la première fois, elle se sentit complètement seule, non pas la solitude mélancolique des premiers mois, ni la nostalgie romantique des dernières semaines, mais une solitude définitive, la solitude de celle qui avait compris qu'elle n'avait jamais été plus qu'un projet, une bonne action, une conscience tranquille. Pendant qu'il avait une vie réelle, avec une femme réelle qui le connaissait, le complétait et appartenait à son monde. Une femme qui méritait le sourire que Maïssa ne recevrait jamais. Elle retira sa robe lentement, enfila son vieux pyjama et se coucha. Cette fois, elle ne pleura pas, ne désespéra pas, elle accepta simplement. Farouk avait une fiancée, une vie planifiée, un avenir défini, et elle n'était qu'un passage, un chapitre qu'il fermerait quand il serait sûr qu'elle allait bien, qu'elle allait de l'avant, comme il l'avait dit. Elle ferma les yeux et, pour la première fois depuis des mois, ne pensa pas à lui avant de dormir. Elle ne nourrit pas d'espoir, ne revisita pas de souvenirs, elle dormit simplement et rêva qu'elle était vraiment libre, libre même de lui. Parfois, la plus grande vengeance est de ne plus avoir besoin de quelqu'un. Après l'événement à l'hôtel Georges V, Maïssa disparut tout simplement. Elle ne répondit pas aux messages de Claire, n'apparut pas au cours, ne répondit pas aux appels, elle disparut tout simplement. Pendant 3 jours, personne ne sut où elle était. Ses amis s'inquiétèrent. Le professeur Dubois demanda de ses nouvelles, mais Maïssa était devenue un fantôme. Elle était dans l'appartement, mais ne vivait pas. Elle existait juste sans manger correctement, sans dormir, traitant la vérité qu'elle avait finalement comprise. Le 2e jour, le téléphone commença à sonner. C'était lui. Maïssa regardait l'écran sans répondre. Un appel, 2, 5, 10 appels manqués. Des messages arrivaient constamment. « Maïssa, réponds-moi, je suis inquiet. S'il te plaît, dis-moi que tu vas bien. » Elle lisait tout avec un sourire amer. Maintenant, il s'inquiétait. Maintenant, il voulait des réponses. Elle ne répondit pas. Elle n'avait rien à dire. En fait, elle n'avait jamais eu autant à dire et si peu d'intérêt à le faire. Le 3e jour, il cessa d'appeler. Maïssa ne fut pas surprise. C'était typique de lui. Il persistait jusqu'à un certain point, puis il abandonnait quand les choses devenaient gênantes. Mais elle sous-estima le désespoir d'un homme qui réalise qu'il a perdu le contrôle. Le lendemain matin, elle décida de sortir. Elle ne pouvait pas rester enfermée pour toujours. Elle avait une vie à reconstruire, une vie qui serait entièrement la sienne. Elle mit des vêtements simples, les cheveux attachés, pas de maquillage, non par négligence, mais parce qu'elle n'avait plus besoin d'impressionner personne. Elle décida d'aller à l'université, prendre les livres oubliés et parler au professeur Dubois. Elle marcha dans les rues de Paris. La ville restait belle et vibrante, et pour la première fois depuis des jours, cela ne la dérangea pas. Elle arriva à la Sorbonne, se dirigea directement vers la bibliothèque. Elle avait besoin de silence, de paix, d'un endroit où elle pourrait planifier son avenir, mais quand elle tourna au coin, elle le vit. Farouk était là, debout près de l'entrée de la bibliothèque, comme s'il l'attendait, comme s'il savait qu'elle viendrait. Maïssa s'arrêta, mais cette fois son cœur ne s'emballa pas. Elle soupira simplement. Il était différent, fatigué, préoccupé, les cheveux légèrement en désordre, comme s'il n'avait pas dormi. Tant mieux qu'il perde aussi quelques nuits de sommeil. Ses yeux la trouvèrent, et elle vit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Un désespoir réel et pur. Il marcha vers elle, à pas rapides et déterminés. « Maïssa, Dieu merci, où étiez-vous? Je vous cherchais. » La voix sortit chargée de soulagement. Elle le regarda avec un calme qui le déstabilisa. « Pourquoi ?» La question le désarma. « Comment ça, pourquoi? Vous avez disparu.
J'étais inquiet. Je comprends. Vérification de routine, n'est-ce pas? Pour être sûr que votre projet fonctionnait. Maïssa, de quoi parlez-vous? Elle respira profondément et sourit. Non pas un sourire triste, un sourire de celle qui avait enfin compris le jeu. Pas besoin d'expliquer, Farouk. J'ai tout compris. Je vous ai vu avec elle, Leïla. J'ai lu l'article. Je sais que vous êtes fiancés. Farouk ouvrit la bouche pour parler, mais elle leva la main. Et c'est bien ainsi. Vraiment, vous êtes parfaits ensemble. Elle dit cela sans amertume, sans colère, sans accusation, avec la sérénité de celle qui avait trouvé la vérité. Maïssa, laissez-moi expliquer. Pas besoin. La voix sortit ferme, adulte. Je ne suis plus une pièce de votre conscience. Les mots frappèrent comme des coups de poing. Farouk sentit l'air s'échapper de ses poumons. Vous m'avez sauvé, m'avez donné des opportunités, m'avez sorti de cet endroit et je vous suis reconnaissante. Je le serai toujours, mais à partir de maintenant, je marche seule. Maïssa, vous ne comprenez pas. Je comprends parfaitement. Elle s'approcha et, pour la première fois, ce fut elle qui donna le ton de la conversation. Je vais vous rendre le reste de la bourse, ou le donner à quelqu'un d'autre qui en a besoin. Je ne veux plus de votre argent, ni de votre pitié, ni de votre responsabilité. Chaque mot était un coup de poignard. Farouk sentait le monde tourner. Ce n'est pas de la pitié. Si. Maïssa toucha son bras gentiment, mais maintenant c'était elle qui le consolait. Et c'est bien ainsi. Vous avez fait plus pour moi que quiconque, mais maintenant j'ai grandi, comme vous le vouliez. Je peux prendre soin de moi. Farouk la regarda dans les yeux et vit quelque chose qui l'effraya. Il n'y avait pas de douleur là, pas de supplication. Il y avait de la paix et pire encore. Il y avait de l'indifférence, la paix de celle qui avait accepté, de celle qui avait avancé, exactement comme il avait toujours dit qu'il voulait. Maïssa, merci pour tout, Farouk. Elle sourit une fois de plus, un sourire sincère et adulte. Soyez heureux avec elle, vous le méritez. Et alors elle se retourna et commença à s'éloigner. Des pas non pas lents et décidés, mais légers, et comme quelqu'un qui est pressé de retourner à sa propre vie. Farouk resta paralysé, la voyant partir sans crier, sans courir après, sans implorer. Pire, la voyant partir comme s'il n'importait plus. Maïssa, attendez. Elle s'arrêta une seconde. Le temps s'arrêta avec elle, sans se retourner. Il tenta de parler, mais les mots ne vinrent pas. Que pouvait-il dire? Qu'il était confus, qu'il se sentait perdu? Pour la première fois de sa vie, il ne savait pas quoi faire, qu'il avait réalisé trop tard, qu'elle était devenue indispensable. Maïssa attendit exactement 3 secondes, assez de temps pour qu'il se décide, assez de temps pour qu'elle confirme qu'il n'avait rien d'important à dire. Alors, elle continua à marcher et, cette fois, ne s'arrêta pas. Farouk resta là, dans le couloir de la Sorbonne, voyant la femme qu'il avait sauvée, le sauver à son tour, lui donnant la liberté qu'il avait toujours dit vouloir, mais qui semblait maintenant la chose la plus terrible du monde. Pour la première fois depuis des années, il n'avait pas de contrôle, pas de plan, pas de certitude. Il n'avait que l'écho de ses pas s'éloignant et la terrible compréhension qu'il avait perdu quelque chose, qu'il n'avait peut-être jamais su qu'il avait. Et pire, il l'avait perdu pour toujours. Il s'appuya contre le mur, ferma les yeux, et pour la 2e fois de sa vie, laissa une larme couler silencieuse, comme tout entre eux, comme tout ce qui était maintenant fini, comme le son d'une porte se refermant pour toujours. Le vol de retour vers Dubaï fut interminable, 12 heures de silence, de pensée et de regret. Farouk regardait par la fenêtre, voyant le monde changer en dessous. Europe, Asie, désert. Chaque kilomètre l'éloignait d'elle, et pour la première fois cela ne semblait pas juste. Il arriva au palais en fin d'après-midi. L'endroit était exactement le même, imposant, silencieux, parfait. Mais quelque chose avait changé, ou peut-être était-ce lui qui avait changé. Les employés le saluèrent respectueusement, l'informèrent des réunions et des engagements.
Farouk se contenta d'acquiescer, monta à son bureau et tenta de travailler, mais il ne parvenait pas à se concentrer. Chaque document semblait insignifiant, chaque réunion une perte de temps. Son esprit était à Paris, dans ce couloir de la Sorbonne, dans ses yeux quand elle lui dit adieu, dans la paix qu'il y avait là. La paix de celle qui avait grandi, comme il l'avait toujours dit qu'il le voulait. Les jours passèrent ainsi. Farouk fonctionnait en mode automatique, assistait aux réunions, signait des contrats, prenait des décisions importantes, mais il n'était pas vraiment présent, comme si une partie de lui était restée à Paris. Les gens commencèrent à le remarquer, les assistants commentaient à voix basse, les membres de sa famille posaient des questions. « Tout va bien? Vous semblez distant ?» Il répondait qu'il était juste fatigué, qu'il avait besoin de temps, mais il savait que ce n'était pas ça. C'était quelque chose de bien plus profond, une inquiétude qu'il ne parvenait pas à nommer, un vide qu'il ne savait pas comment combler. C'est un jeudi que Leïla apparut. Elle arriva sans prévenir, comme toujours. Ils avaient cette intimité des fiancés arrangés qui se connaissaient depuis des années, se respectaient, mais ne s'aimaient pas. Farouk était dans son bureau, essayant de lire des rapports financiers, mais les mots dansaient sur la page. « Puis-je entrer ?» « Bien sûr. » Leïla entra et referma la porte derrière elle. Un mouvement qui attira son attention. Elle ne fermait jamais la porte, la laissait toujours entr'ouverte par respect. Mais aujourd'hui, c'était différent. Elle s'assit sur la chaise en face, posture droite, mains sur les genoux, comme toujours parfaite. « Vous êtes revenu changer de Paris ?» Droit au but comme toujours. Changer comment? Absent, perturbé. « Je ne dors pas bien depuis quelques nuits. »« Ce n'est pas ça, n'est-ce pas? J'ai vu. »« Farouk. »« Vu quoi? »« La façon dont vous étiez après l'avoir vu. » Le silence tomba comme un rideau lourd et définitif. Farouk tenta de garder sa froideur, le masque qu'il portait depuis des années, mais avec Leïla, cela ne fonctionnait jamais. Elle le connaissait trop bien. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous savez, si. À l'exposition, à l'événement caritatif, vous étiez différent après l'avoir vu, comme si vous aviez vu un fantôme, ou pire, comme si vous vous étiez vu vous-même. » Farouk détourna le regard. Il ne pouvait pas nier. « Non, pour elle. J'ai accepté ce mariage par loyauté envers nos familles, à cause des engagements, de l'image publique, par respect mutuel. Mais je mérite d'être aimé entièrement. » Les mots sortirent sans accusation, juste la vérité. « Et vous appartenez déjà à une autre. » Farouk la regarda dans les yeux et y vit de la compréhension. Pas de colère, pas de jalousie, juste de l'acceptation. Leïla, pas besoin d'expliquer. Elle se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, regarda les jardins. « J'ai toujours su que vous ne m'aimiez pas, comme je ne vous aime pas. Nous pensions que cela suffirait, que le respect suffirait, que nous grandirions ensemble dans l'affection. » Elle se tourna vers lui. « Mais vous avez découvert ce qu'est l'amour, et maintenant, vous ne pouvez plus faire semblant. » Farouk ferma les yeux. « Elle m'a quitté, a coupé tous les liens, a dit qu'elle n'avait plus besoin de moi. Alors, pourquoi souffrez-vous » La question le désarma. Pourquoi souffrait-il? Il aurait dû être soulagé. Le projet Maïssa avait réussi. Elle était indépendante, forte, libre, exactement comme prévu, mais il n'était pas soulagé. Il était perdu. Leïla respira profondément, s'approcha de lui. « Je ne veux pas épouser un homme dont le cœur appartient déjà à une autre, même si c'est à une femme qui ne sait même pas à quel point elle est aimée. » Les mots résonnèrent dans le silence. Farouk sentit quelque chose se rompre dans sa poitrine, dans son esprit, dans les certitudes qu'il avait construites au fil des années. Leïla, les familles, je leur parlerai. J'expliquerai que nous avons découvert des incompatibilités, que c'est mieux pour tout le monde. Il n'y aura pas de scandale. Elle sourit avec douceur, le même sourire qu'elle avait toujours eu, gentil et compréhensif. Vous m'avez sauvé d'un mariage sans amour. Maintenant, je vous sauve de la même chose. Elle se dirigea vers la porte, s'arrêta avant de sortir.
J'espère qu'un jour, elle saura à quel point elle est aimée. » Et elle sortit, laissant Farouk complètement seul. Pour la première fois depuis des années, il était libre. Libre de choisir, d'aimer, de vivre comme il le voulait. Mais la liberté n'avait jamais semblé aussi effrayante, car pour la première fois, il ne savait pas quoi en faire. Il se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, regarda l'horizon, le ciel qui s'étendait à l'infini, et se demanda s'il était encore temps, s'il y avait encore une chance, si elle pourrait lui pardonner d'avoir mis si longtemps à comprendre ce que son cœur savait depuis longtemps, mais que son esprit refusait d'accepter. Maintenant, il n'y avait plus d'excuses, plus d'obligations, plus de murs. Il n'y avait qu'une question, une seule question qui résonnait dans le silence du palais, dans le vide de son cœur, et que seule elle pourrait répondre. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Maïssa avait coupé tous les liens, depuis qu'elle avait dit adieu dans les couloirs de la Sorbonne. 3 mois depuis que Farouk avait découvert ce qu'était la liberté et le vide. À Paris, Maïssa avait tenté de continuer, de retourner aux cours, aux livres, à la routine, mais tout lui rappelait lui, la bibliothèque où il l'avait trouvée, le café où ils avaient parlé, l'université où il était apparu à la présentation. Chaque coin de Paris avait un souvenir, une ombre de ce qui aurait pu être. C'est une nuit d'insomnie qu'elle décida d'écrire une lettre, de dire tout ce qu'elle n'avait pas réussi à dire, d'expliquer, de faire ses adieux correctement. Elle s'assit à la table, prit papier et stylo. Farouk. Les mots ne venaient pas. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Cela sonnait trop formel. J'ai toujours su que vous ne... Elle s'arrêta de nouveau, des larmes brouillant l'encre. Elle essaya des dizaines de fois, des lettres qu'elle ne terminait jamais, des mots qui ne sortaient pas juste, des sentiments qui ne tenaient pas sur le papier. À l'aube, elle abandonna. Des papiers froissés étaient éparpillés sur le sol, comme les morceaux de son cœur, et elle fut certaine qu'elle ne pourrait pas rester à Paris. Elle devait partir. Le même jour, elle commença à s'organiser. Elle fit des recherches sur des villes proches, des universités, des appartements. Lyon apparut comme une option. Ville universitaire, plus petite que Paris, plus tranquille et anonyme, parfaite pour recommencer. En une semaine, elle partait, n'emportant que le nécessaire, laissa l'appartement impeccable, s'arrêta devant la porte, respira profondément et, pour la première fois, n'attendit personne, sans prévenir personne, ni Claire, ni le professeur Dubois. Elle disparut simplement comme un fantôme qui se lasse de hanter. Lyon l'accueillit en silence. Ville historique, rues étroites, moins de touristes. L'appartement était petit et simple au 4e étage d'un vieil immeuble. Rien de luxueux, rien payé par lui. C'était le sien, vraiment le sien, conquis de ses propres mains. Elle s'inscrivit à l'université de Lyon pour continuer la littérature et trouva un travail à temps partiel dans une librairie. La propriétaire, Madame Dubois, était gentille. « Vous avez des yeux tristes, Maïssa, mais vous avez aussi de la force. Tout ira bien. » Les premières semaines furent difficiles. Elle se réveillait en pensant qu'elle était à Paris, cherchait le téléphone, espérant qu'il avait appelé, vérifiait les emails qui n'arrivaient jamais, mais peu à peu elle s'adapta. La nouvelle routine aidait. Travail le matin, cours l'après-midi, études le soir, pas le temps de penser, de se souvenir, de ressentir la nostalgie. Les collègues de la nouvelle université étaient différents, moins sophistiqués que ceux de la Sorbonne, plus simples et sincères. Elle s'intégra doucement, participa à de petites expositions locales modestes, mais ses œuvres étaient faites et payées de ses propres mains, sans parrainage, juste par mérite. Chaque mois, l'argent arrivait toujours sur le compte de Paris. Elle avait les notifications sur son téléphone, mais ne touchait à rien. Elle le laissait s'accumuler comme un poids qu'elle ne voulait pas porter. Elle pensa à le rendre, mais ce serait un contact, ce serait donner signe de vie. Alors, elle l'ignora simplement. En apparence, tout fonctionnait parfaitement. Elle travaillait, étudiait, vivait, souriait. Elle semblait normale, mais à l'intérieur, elle vivait dans un silence absolu.
Ce n'était pas la paix, c'était l'absence. L'absence de quelque chose de fondamental qu'elle tentait de se convaincre qu'elle n'avait jamais eu le droit d'avoir. Elle se regardait dans le miroir tous les matins, répétant « Il a eu pitié, juste pitié, le véritable amour est différent. Vous méritez plus que de la compassion. » Et elle essayait de le croire, mais certaines nuits, quand Lyon dormait en silence, elle se surprenait à regarder le téléphone, attendant quelque chose qui ne viendrait jamais. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres, Farouk vivait son propre enfer. Les premières semaines après la rupture avec Leïla furent étranges. Il était libre, enfin libre de faire ce qu'il voulait, d'aller où il voulait, d'aimer qui il voulait. Mais il ne savait pas par où commencer, comme s'il avait suivi un script toute sa vie, et que soudain, il n'y avait plus de pages. Le deuxième mois, l'inquiétude arriva, une sensation étrange dans sa poitrine, comme si quelque chose d'important manquait. Il tenta de l'appeler, le numéro ne répondit pas. Il envoya un message sans réponse. Il pensa qu'elle était occupée, qu'elle rappellerait bientôt. Mais les jours passèrent et le silence demeura. Il appela l'université. « Mademoiselle Maïssa, elle n'étudie plus ici. Elle a annulé son inscription il y a quelques semaines. » « Comment ça? Où est-elle allée? »« Nous ne savons pas, monsieur. Elle n'a laissé aucune information. » Le sang de Farouk se glaça. Elle avait disparu, tout simplement. Il appela ses contacts à Paris, des enquêteurs privés, des personnes influentes. Il la chercha comme une aiguille dans une botte de foin, mais elle avait complètement disparu sans laisser de traces, comme si elle n'avait jamais existé. Pour la première fois de sa vie, il ressentit une impuissance réelle et absolue. Lui, qui contrôlait toujours tout, qui avait toujours des solutions, ne parvenait pas à trouver la seule personne qui importait vraiment. Il passait des nuits blanches à imaginer où elle était, si elle allait bien, en sécurité, heureuse, et il comprit quelque chose de terrible. Il n'avait jamais eu le contrôle de ce qu'il ressentait pour elle depuis le premier jour, depuis qu'il l'avait vue agenouillée dans le sable. Ce qu'il avait ressenti à ce moment-là n'était ni pitié, ni compassion, c'était une reconnaissance, comme si une partie de son âme avait trouvé son autre moitié. Il avait passé des années à fuir cette vérité, à se cacher derrière des obligations, des raisons pratiques, des peurs rationnelles. Mais maintenant, quand il était enfin libre de l'aimer, elle avait disparu, et peut-être était-il trop tard. Il s'assit dans son bureau, regarda l'horizon infini, et comprit qu'il avait perdu la seule femme capable de défaire en silence l'empire des certitudes qu'il croyait inébranlables. Il ne restait plus que l'écho de ce qui aurait pu être et de ce qui, par lâcheté ou retard, ne serait peut-être plus jamais. Farouk était dans son bureau tard dans la nuit, révisant des rapports financiers, essayant de rester occupé. Ces derniers mois, le travail était sa seule distraction, la seule façon de ne pas penser à elle. Il cliqua sur un dossier d'email quand il vit un email différent. Article sur les investissements culturels, comme demandé. Il ne se souvenait pas avoir demandé cela, mais il l'ouvrit quand même. Il y avait des liens sur des galeries émergentes en Europe, de jeunes artistes prometteurs. Il fit défiler distraitement jusqu'à ce qu'un titre attire son attention. « Jeune voix de l'exil, l'art qui naît de la douleur ». L'article parlait d'artistes réfugiés et alors il vit une petite photo d'une jeune femme de dos peignant une immense toile. Cheveux bruns, posture familière. Son cœur s'arrêta dans sa poitrine, il fit défiler pour voir la légende. Maïssa, artiste émergente à Lyon, travaille sur sa série Entre sable et cieux. C'était elle. Il en était absolument sûr. Il lut tout l'article 2 fois. La série principale, Sable et honneur, sera exposée à la Galerie Lumière à Lyon, ce week-end. Elle était vivante, elle allait bien, elle créait de l'art, transformant la douleur en beauté, exactement comme elle l'avait toujours été. Forte, résiliente, unique. Il me faut le premier vol pour Lyon, France, aujourd'hui même. La décision jaillit de lui comme un cri étouffé. La première vraiment sienne depuis des mois. Le lendemain matin, il était à l'aéroport. Il ne prévint personne, il partit simplement.
6 heures d'anxiété, se demandant s'il avait raison, si elle serait là, s'il était encore temps. Il arriva en ville en fin d'après-midi. La galerie se trouvait dans le centre historique. Petite, discrète, exactement le genre d'endroit qu'elle choisirait. Il entra peu avant la fermeture. L'espace était presque vide, juste quelques personnes terminant leur visite, et alors il la vit. Maïssa était au fond de la galerie, organisant les dernières toiles, rangeant des papiers, nettoyant des pinceaux. Elle avait changé, plus mature, plus sûre d'elle, les cheveux un peu plus courts, des vêtements simples, plus élégants. Il y avait une sérénité en elle qui n'existait pas auparavant. Farouk marcha lentement entre les œuvres, contemplant chaque toile, reconnaissant la palette de couleurs, les traits, le style, la douleur transformée en art. L'œuvre principale était au centre. Une femme agenouillée dans le désert, les yeux bandés, les mains sur les genoux. En arrière-plan, des montagnes de sable et un ciel infiniment bleu. Une pression étrange lui prit la poitrine. C'était elle. C'était le début de tout, le jour où il l'avait sauvée, le jour où il s'était perdu. Maïssa se retourna pour prendre quelque chose et le vit. Pendant une seconde, elle s'arrêta complètement, comme si elle avait vu un fantôme. Leurs yeux se rencontrèrent longuement, intensément. 5 mois de nostalgie, 5 mois de silence, 5 mois de regret. Tout y était dans ce regard. Farouk marcha vers elle lentement, sans hâte, comme quelqu'un qui a peur d'effrayer. « Maïssa !» La voix sortit basse, chargée. Elle répondit presque essoufflée. « Farouk !» Son nom lui échappa comme une prière. Farouk continua, les mots sortant précipitamment. « Depuis le premier jour, je ne savais juste pas quoi en faire. Pourquoi êtes-vous ici ?» Ses yeux se remplirent d'un mélange de douleur et d'espoir. « Parce que je ne peux pas vivre sans vous, parce que j'ai commis la plus grande erreur de ma vie en vous laissant partir. » Des larmes apparurent et elle murmura « Farouk, c'est trop tard, n'est-ce pas ?» Sa voix devint ferme. « La vérité est que je vous aime depuis le premier jour, depuis que je vous ai vu agenouillé dans le sable. Vous m'avez renvoyé. » L'amertume était toujours là et pendant des jours, des nuits, des semaines, elle s'était demandé si c'était tout ce qu'elle méritait, d'être laissée pour compte, comme si elle n'était pas suffisante pour être aimée, seulement sauvée. Parce que j'ai eu peur. Peur de ce que je ressentais, peur de vous nuire. Il toucha son visage gentiment, comme quelqu'un qui demande pardon. Vous avez toujours été l'endroit où mon âme reposait. Ce n'est que maintenant que je le comprends, et j'ai été trop lâche pour l'admettre. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux. Il y avait de la douleur, de l'espoir, de l'amour. Elle murmura « Voulez-vous monter ?» Maïssa ferma la galerie d'une main tremblante. Elle monta avec lui les escaliers étroits qui menaient à l'appartement, le parquet grinçant doucement sous leurs pas. Le son résonnait dans les murs comme une musique intime. L'appartement était petit, confortable. Tout parlait d'elle, de la vie qu'elle avait construite seule. Ils s'assirent sur le petit canapé, face à face. Farouk commença lentement. « Je me suis menti à moi-même pendant des années. Je disais que c'était de la compassion, de la responsabilité. Mais ça n'a jamais été que cela. Vous n'étiez pas à moi pour être possédé. Vous étiez à moi pour être aimé. Et j'ai été trop lâche pour le faire. » Elle le regarda avec une tendresse qu'il n'attendait pas. J'ai aussi eu peur de ne pas être suffisante, de n'être que gratitude. Mais vous pouvez m'aimer maintenant. Je sais que vous le pouvez. Me pardonnez-vous d'avoir mis si longtemps ?» Maïssa ne répondit pas par des mots. Elle se pencha et l'embrassa. Des années de nostalgie là, des années de douleur finalement transformées en quelque chose de plus grand. Ils se levèrent ensemble et marchèrent jusqu'à la chambre. Maïssa trembla. Non pas de froid, d'anticipation, de peur, de désir. Sa bouche chercha la sienne de nouveau, avec une lenteur respectueuse, ses mains parcourant doucement son visage, son cou, ses épaules, comme quelqu'un qui découvre un trésor. D'une main tremblante, elle défit lentement sa blouse, comme si elle ouvrait un secret. Il la contemplait comme quelqu'un qui demande permission. Chaque mouvement d'elle, chaque signe. Quand elle ne fut plus qu'en sous-vêtements, elle s'arrêta. Ils se regardèrent, le temps suspendu, les cœurs synchronisés.
Êtes-vous sûr? Sa voix était presque un murmure. Je n'ai jamais été aussi sûr de rien. Farouk la coucha avec soin. Chaque geste était d'une pure délicatesse. Il était si grand comparé à elle, si fort et elle si petite et délicate dans ses mains, mais il y avait une confiance totale dans ses yeux. Il se positionna au-dessus d'elle lentement, contrôlant chaque mouvement. Ses mains tremblaient, non pas de nervosité, de retenue, de vouloir tellement que cela faisait mal. Tu es parfaite. Sa peau était chaude, fiévreuse, expectante. Il embrassa chaque centimètre. La courbe de son épaule, la clavicule, le décolleté. Elle cambra son corps. Un soupir bas se perdit dans l'air. Son de découverte, d'éveil. Ses mains glissèrent, dessinant chaque courbe, chaque réaction, chaque frisson. Elle se livra complètement, sans réserve, sans peur, juste la confiance. Quand le moment arriva, il s'arrêta, la regarda dans les yeux. « Ça va faire mal au début. »« Je sais, » répondit-elle d'une voix ferme. Alors cela arriva. Il la rencontra avec une patience infinie, lentement, très lentement. Elle était serrée, chaude et sienne. Son corps résista au début, tendu, protecteur. Il s'arrêta, attendit, embrassa son visage. « Respire avec moi. » Respiration au même rythme, cœur battant ensemble. Il avança un peu plus. Elle retint son souffle, ses mains agrippèrent les draps. Une douleur mêlée à quelque chose de plus, quelque chose qu'elle ne connaissait pas. « Ça fait mal ? » ?»« Oui, mais n'arrête pas, s'il te plaît. » demanda-t-elle entre ses respirations. Il bougea avec précision, chaque mouvement mesuré, chaque avancée pleine de soin, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin le fond, complètement en elle. Un son intense s'échappa de ses lèvres, mélange de douleur, de plaisir et de découverte. C'était le corps qui parlait ce que les mots n'avaient jamais osé dire. Il attendit en silence, sentant son corps céder peu à peu, comme du sable sous de l'eau tiède. « Comment te sens-tu ? » ?»« Pleine, complète, » murmura-t-elle. « Tu es mienne maintenant. Je l'ai toujours été. » Alors il commença à bouger doucement au début, se retirant presque complètement, revenant avec soin. Elle le recevait mieux à chaque fois, son corps apprenant, se modelant au sien. Le rythme augmenta graduellement, plus profond, plus intense. Elle soupirait sans contrôle, des sons qui venaient du fond de l'âme. Son regard dévorait chaque expression, chaque réaction, comme s'il voulait mémoriser. « Plus fort ?» demanda-t-elle. « Es-tu sûr ? » « S'il te plaît. » Mouvement plus ferme, plus possessif. Elle se cambra complètement. Ses ongles s'enfoncèrent dans ses épaules, laissant des marques qu'il voulait porter pour toujours. La chambre se remplit de sons, respirations entrecoupées, soupirs étouffés, le grincement du petit lit, des corps qui se rencontrent, qui se reconnaissent, qui enfin se complètent. Elle commença à trembler, tout son corps tendu, quelque chose grandissant en elle, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle effrayée. « Laisse-le arriver, fais-moi confiance. » Et alors, elle explosa. Des vagues de plaisir qui venaient du plus profond d'elle, c'était plus que du désir, c'était comme s'il ramassait chaque morceau d'elle que le monde avait brisé, les rassemblant à nouveau. Elle cria son nom comme une supplication, comme une confession, comme une renaissance. Il la suivit, perdant le contrôle, se livrant enfin complètement, sans peur, sans barrière, juste un amour pur, vrai, dévastateur. Quand tout fut terminé, ils restèrent là, toujours unis, toujours respirant lourdement. Le silence, juste des respirations, juste eux deux. Elle pleurait. Non pas de douleur, d'émotion, de soulagement, de plénitude. Pourquoi pleures-tu ? Parce que maintenant je sais ce que c'est d'être aimé, ce que c'est d'être libre, même dans les bras de quelqu'un, ce que c'est de me sentir enfin entière. À ce moment-là, elle comprit que certaines personnes ne naissent pas brisées. Elles sont brisées par le monde et ne peuvent être guéries que par le bon amour. Il posa ses lèvres sur les siennes lentement, salées par les larmes, douces par l'abandon. Avec toi, tout a eu un sens. Tu es mon havre de paix.
Ils se séparèrent lentement. Elle ressentit son absence comme le dernier rayon de chaleur quand le soleil se couche, encore présent sur sa peau, mais déjà manquant, et en même temps elle portait en elle sa présence, comme une marque qui ne s'effacerait jamais. Ils se blottirent l'un contre l'autre, peau contre peau, respiration sereine, cœurs retrouvant enfin leur rythme. « J'ai causé de la douleur en toi, tu en as causé, mais tu as aussi apporté la guérison. Je t'aime. » Et elle, d'une voix douce comme une promesse, « Je t'aime aussi. Je t'ai toujours aimé. Je t'aimerai toujours. » Et cette fois, aucun des deux n'en douta. Le lendemain matin, Farouk se réveilla le premier, la contemplant dormir, paisible, sereine, enfin en paix. Il alla à la cuisine, préparer le petit déjeuner. L'odeur du café fraîchement moulu se répandit dans le petit appartement, mêlée à l'arôme des fruits qu'il avait coupés avec soin. Dehors, une pluie fine commençait à tomber sur Lyon, le doux son des gouttes frappant la fenêtre. Il revint dans la chambre avec le plateau, les mains encore tremblantes de nervosité, et renversa un peu de café. Elle ouvrit les yeux lentement. Un sourire qu'il n'avait jamais vu se forma sur ses lèvres, complet, heureux. « Vous avez tout renversé. Et vous me distrayez. » Il rit, embarrassé. « Tant mieux. Ainsi, je sais que vous êtes vraiment là. Bonjour. » Elle s'assit sur le lit, les cheveux en bataille, des draps de coton doux couvrant son corps, plus belle que jamais. Ses pieds nus touchèrent le froid parquet en bois et ce simple geste quotidien fit accélérer son cœur. Farouk regarda par la fenêtre et vit en bas la galerie déjà fermée. Demain, d'autres personnes verraient la femme agenouillée dans le désert, mais il savait que la véritable œuvre d'art était là, à côté de lui, non plus agenouillée, non plus bandée, debout, libre, entière. Maintenant, je comprends. Tu es l'endroit où j'appartiens. Et même quand je me suis perdu, c'est toi qui m'as rappelé. Et j'ai toujours été tienne. Maintenant, nous le savons. Et cette fois, nous nous en souviendrons tous les jours. C'était ce qu'il avait toujours cherché et n'avait jamais su avoir un nom. Elle l'avait, et c'était Maïssa. Et pour la première fois depuis longtemps, et où tous deux crurent qu'ils avaient trouvé l'endroit où ils appartenaient pour toujours. 2 ans plus tard, Lyon s'éveillait doré. La lumière douce entrait par les fenêtres de l'appartement, dessinant des ombres délicates sur les murs, plus grands maintenant, plus chaleureux, avec des murs remplis d'art, de livres, de vie. Maïssa traversa la pièce avec soin, son ventre rond et visible, marquant ses 6 mois de grossesse. Dans ses mains, elle portait un dossier important avec des documents de la nouvelle exposition et l'invitation officielle de l'UNESCO. Le titre l'émotionnait. « Femme entre sable et cieux ». C'était sa plus grande exposition jusqu'alors. Une reconnaissance internationale pour son travail, son talent, la voie qu'elle avait trouvée. Elle descendit lentement les escaliers menant à la galerie qui se trouvait en dessous de l'appartement. L'espace était maintenant le leur, rénové et agrandi, respirant l'art et l'espoir. À la porte de la galerie, Farouk l'attendait, appuyé contre le chambranle, un sourire calme sur le visage, un regard qui avait complètement changé. Ce n'était plus le regard contrôleur d'avant, mais serein, présent de celui qui avait trouvé sa place. Il s'approcha et embrassa son front gentiment. « Comment allez-vous tous les deux aujourd'hui » demanda-t-il tendrement. « Impatient pour l'exposition et pour vous rencontrer » répondit-elle, caressant son ventre. Farouk posa sa main sur la sienne. « Encore 3 semaines, j'ai hâte. » Ils entrèrent ensemble dans la galerie. L'espace était transformé, avec d'immenses toiles sur les murs, représentant des femmes arabes avec force, toutes avec des yeux ouverts, vifs, entiers. Il n'y avait pas de soumission là, mais de la dignité, du pouvoir, de l'espoir. Ils marchèrent entre les œuvres, main dans la main, dans un silence respectueux, comme quelqu'un qui visite un temple. Farouk s'arrêta devant une toile spécifique. Une jeune femme regardant l'horizon, les cheveux au vent, une posture décidée.
Vous leur avez donné une voix à toutes, mais